Rémy de Gourmont, Grèbe et Grèbe. Cela se passait sur la plage. Maman, veux-tu permettre implorait une petite fille. Demande à ton père, dit la maman. Et la petite fille courut vers un monsieur grave jusqu'à la tristesse, qui, assis sur un pliant, regardait monter la mer, en faisant, comme les enfants, des rigoles dans le sable avec le bout de sa canne. Maman, veux-tu me permettre implora un petit garçon. Demande à ton père, dit la même maman. Et le petit garçon courut vers un autre père, un homme grand et fort qui, debout et immobile, lisait un journal en luttant contre le vent. Depuis plusieurs jours déjà, j'observais cette étrange famille, dont les allures avaient à la fois quelque chose de baroque et quelque chose de tragique. Ils vivaient strictement entre eux, murés dans une petite villa dont ils ne sortaient que pour le bain, la promenade, les jeux des enfants, et toujours ensemble. Âgée d'une trentaine d'années, la femme était une assez belle rousse, l'air sensuel et doux, beaucoup de résignation dans les yeux vagues et clairs, une démarche lente et des formes dont la richesse dépassait un peu la norme esthétique. Ses relations avec les deux hommes qui l'accompagnaient. Elle était évidemment la femme de l'un et la maîtresse de l'autre, mais malgré la perversion de mon sens moral, je demeurais suffoqué d'avoir compris l'organisation effrontée et trop claire de ce ménage à trois, où les enfants, ayant chacun un père différent, le savaient. Revenu à Paris, je contai ma surprise à quelques amis, et l'un d'eux, qui avait déjà vécu dans l'intimité de cette famille baroque et tragique, m'en conta l'histoire. Urbain Grèbe et Firmin Grèbe, parents très éloignés, étaient les chefs de deux maisons rivales et, quoique bons amis, se faisaient par vanité et en manière de jeu une concurrence passionnée. Ils vendaient tout ce qui se vend, commissionnaient tout ce qui se commissionne, expédiaient vers des républiques lointaines des pianos et des eucologes, de la peinture et des assiettes à musique, des madones et des photographies galantes, et quand on leur demandait des esclaves blanches, malicieusement, se transmettaient l'un à l'autre la dangereuse commande. Or, madame Urbain Grèbe, un matin, entra dans le bureau du rival Firmin Grèbe. Elle ôta son manteau, ses gants, sa voilette, se promena un instant comme une agitée sous les regards inquiets de Firmin, puis « Ce qu'il y a, la faillite pour Urbain !» L'aveu lâché tout d'un coup, elle dit les détails de l'affaire, les démarches inutiles, la désespérance, la crise prochaine, menaçante. « Eh bien, dit Firmin, je ne puis pas. » Elle pâlit, baissa la tête. « Je ne puis pas, non, en vérité, je ne puis pas vous laisser saisir. »« Ah, merci !» Et éclatant en sanglots, elle lui tendait les bras, soudain prête à tout, disposée contre une signature à toutes les bassesses, à toutes les exigences, à toutes les turpitudes. Mais Firmin se borna à lui serrer doucement les mains en disant « Que votre mari vienne après déjeuner. J'aurai d'ici là rédigé un projet d'association. Ses dettes seront les nôtres. Nos maisons n'en feront qu'une, Grèbe et Grèbe. Ne pleurez pas, ajouta-t-il sur le ton d'une tremblante tendresse. Tout est sauvé, j'ai des projets. Oh, des projets. Vous serez ma confidente. C'est avec vous que je m'associe. Allez, très prochainement, j'aurai un conseil à vous demander. » Elle le regarda, troublée par ces paroles équivoques, et baissant encore une fois la tête, mais d'un geste bien différent, elle attendit, et Firmin s'avança, lui offrit le bras, et la reconduisit jusqu'à l'entrée des bureaux. L'accord fut conclu le jour même, et désormais la correspondance et les factures se libellèrent sous l'entête Grèbe et Grèbe.
À quelque temps de là, la maison nouvelle fut installée chez Urbain Grèbe, et comme Firmin n'était pas marié, il prit pension chez ses associés et bientôt s'y organisa un logement. Très discret mais très sûr de ses droits, il s'insinuait peu à peu dans l'intimité du ménage, et sous prétexte d'affaires, muni d'une clé, il entrait à sa guise, toujours bien reçu, toujours accueilli par l'excellent sourire de madame Grèbe, un sourire d'esclave qui attend son heure. En sa logique de femme, elle était choquée, presque scandalisée, de la réserve de Firmin. Commerçante et honnête, elle aurait voulu payer, mais ne pouvait décemment s'offrir. Elle se disait en guise de consolation: quand il voudra, je suis à ses ordres. Je porte toujours avec moi le montant de ma dette, avec les intérêts, et sur un signe où je solde. Le jour de l'échéance arriva. Firmin, qui était depuis des années amoureux de madame Grèbe, n'avait pas voulu paraître brutal. Il entendait bien posséder cette alléchante femme, mais il ne voulait pas la toucher comme le montant d'un billet à ordre. Enfin, après les simagrées obligatoires, les frôlements, les soupirs, les tremblements dans les embrasures des fenêtres, les serrements de main entre deux portes, M. Grèbe jeune témoigna clairement son désir de contempler sans témoin la beauté de madame Grèbe, et madame Grèbe comprit soulagée que l'heure était venue. Elle gémit discrètement, s'enfuit dans sa chambre à coucher, en oubliant de fermer la porte. Cependant, le paiement du principal de sa dette lui avait été incomparablement agréable. Aussi se promit-elle de ne pas oublier les intérêts accumulés. Son parti fut vite pris. Elle aurait, pourquoi pas, deux maris, Grèbe et Grèbe. Et tacitement, sans heurts, la vie nouvelle se disposa, se régla, s'écoula. Urbain Grèbe, qui avait vite deviné la situation, car on se gênait très peu devant lui, l'accepta sans un murmure. Et le soir, tous les trois au salon, tantôt l'un des associés, tantôt l'autre, se retiraient, sans que madame semblât y prendre garde, et elle était la femme de celui qui restait. Aucun des deux amis ne chercha à dominer l'autre, ni à prendre plus que sa part de la proie commune. Les deux mâles vivaient en accord, Urbain ayant cédé et Firmin n'ayant que la moitié de la complaisante femelle. Pourtant, un événement inattendu, quoique fort ordinaire et en soi de peu d'intérêt, modifia l'équité de cette situation. Madame Grèbe devint grosse, mais de qui? Lorsque les deux mariés s'en aperçurent, ils n'osèrent aucune question, ils n'osèrent même aucune allusion. Enfin, un soir, madame Grèbe se pencha à l'oreille de Firmin et lui apprit la nouvelle. Urbain, qui entendit des bribes de la confidence, comprit qu'il y avait dans la maison un second père qui n'était pas lui. Si paterne qu'il fût, cela le troubla, et il s'arrangea pour aller surveiller à l'étranger de médiocres affaires au moment où les couches devinrent imminentes. Il revint à l'improviste un mois plus tard. Firmin et madame Grèbe déjeunaient assis l'un en face de l'autre, et Firmin à la place du maître de la maison. « Oh, je vous rends votre place, dit Firmin en se levant. « Non, non, mon ami, répondit Urbain d'une voix morne. Non, non, restez. Et prenant une chaise, il s'installa au bout de la table à côté de sa petite fille. Le mâle de nouveau-né, dans les bras de la nourrice, entra comme un triomphe.